vous savez, l'idée de l'un live avec Excel, bon, c'est déjà le 15e épisode. Donc, c'est d'avoir un peu de vous tenir à jour sur les données analytiques. C'est des données qui sont assez frais, on va dire. Donc, ce n'est pas des données qui sont très travaillées. L'échange, il est plutôt dynamique. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et aussi à nous indiquer. Bien sûr, si vous voulez lancer un peu un débat autour d'une question, c'est aussi le bienvenu. Je vais juste chercher d'afficher ma caméra, qui ne veut pas se montrer, là. C'est pas très grave. Ça, hop. Alors, donc, aujourd'hui, on va discuter de plusieurs choses. On va parler un peu de microflore des raisins sur cette année 2023. Cette partie a été préparée par mon directeur Vincent Ranouf, qui malheureusement a été appelé sur le terrain, donc c'est moi qui va la traiter aujourd'hui, mais j'ai déjà fait le point avec lui. Il s'excuse aussi parce qu'il aurait bien aimé être avec vous. Et, euh, et ensuite, je vais vous parler un petit peu du potentiel aromatique, du niveau de stress hydrique sur l'année millésime 2023 et aussi du potentiel azoté. Concernant la microflore des raisins, cette année, nous avons déployé une petite nouveauté concernant la microbiologie du raisin. C'est quelque chose que nous faisons historiquement au laboratoire tous les ans, mais cette année, on a ajouté un nouveau pack qui s'appelle Microflore S et Microflore L. L'idée, c'est au-delà de la population totale des levures et la population totale des bactéries, qui sont les deux analyses que nous réalisons classiquement au laboratoire sur le raisin tous les ans. Il y a la possibilité d'ajouter deux PCR spécifiques. Donc la QPCR Enseniaspora ovarum, qui quelqu'un peut-être vous la connaissez aussi sous le nom de Pleuchera apiculata. C'est une levure qui est très présente sur le raisin, une levure apiculée et qui a tendance à produire un certain nombre d'arômes plutôt négatif, on veut dire, au niveau de la fermentation, en particulier pas mal d'acidité volatile et des acides gras. Donc, la présence de cette levure apiculée est intéressante, enfin, le contrôle et la maîtrise de cette levure est intéressante. Et il y a donc une PCR quantitative qui permet de la doser. Et ensuite, depuis le développement de la PCR digitale Brettanomyces au laboratoire, qui nous permet d'atteindre des sensibilités plus importantes par rapport à la PCR quantitative sur Brett, en partie sur le raisin, donc nous la proposons et vous allez voir qu'elle permet de mettre en évidence des très faibles populations de Brettanomyces. Donc il y a Vincent et le laboratoire réalisent depuis plusieurs années des analyses de microflore sur raisin, bactéries totaux et levures totaux. Là, vous avez un historique de ces populations. Donc, au stade actuel, nous avons donc environ 4 millions de cellules de levure par B. Et vous voyez que c'est une population qui est plutôt, enfin, bactéries acétiques et bactéries lactiques sont analysées, et aussi levure. Donc, nous avons une population qui est plutôt dans la moyenne. En 2023, vous voyez, par rapport aux autres années. Donc, ce n'est pas, on va dire, ça reste des populations quand même assez importantes par rapport aux années, enfin, la décennie précédente, mais en ligne avec les dernières années que nous avons observées. Euh, Cependant, les populations donc, des bactéries peuvent évoluer un peu. Aujourd'hui, sur 2023, on a plutôt donc, des bactéries acétiques et lactiques dans des proportions équivalentes. Mais en 2022, on avait plutôt de bactéries lactiques qui dominaient. Et on a vu à la suite aussi des problématiques des goûts de souris dans le vent de 2022 accentuées aussi à cause de la présence des bactéries lactiques. Et en 2021, c'était plutôt des bactéries acétiques. On observe aussi cependant, une légère, dans les dernières analyses que nous avons réalisées, là, autour du 11 septembre, par rapport à celle du 23 août, on observe enfin,
des populations donc, qui se développent sur le raisin en termes de bactéries et aussi en termes de levure. Donc, une attention particulière doit être quand même faite là parce qu'avec les pluies qui sont en train de tomber dans certains secteurs et aussi le raisin, bah, bien sûr, qui est dans un état de sénescence, qui va forcément, les pellicules vont être de plus en plus fragiles, ben, il peut y avoir des populations donc, qui se développent. Donc, il faudra juste les maîtriser ensuite au niveau de la vinification. Quand nous comparons ces populations-là, grâce à la PCR, donc au PCR spécifique pour les levures non Saccharomyces que nous avons au laboratoire, nous pouvons donc classifier un peu ces levures non Saccharomyces en différentes espèces. Et là, vous avez des données sur 2021-2022, et ensuite je vais vous montrer 2023. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Enseniaspora ovarum. On peut voir qu'Enseniaspora, effectivement, elle est toujours autour de 44, enfin, elle est toujours autour de 40% sur ces graphiques. Et en 2021 et en 2022, elle est autour de 40%. La différence, elle est surtout en 2021, on avait plus de Mechnikovia et en 2022, on en avait moins. Donc, il y avait des petites différences aussi au niveau du Pichia et de la Chancia thermotolerance. Donc, en général, on va dire que les levures qui sont Torula Aspra del Bruchi, la Chancia thermotolerance, Mechnikovia, Polycherrima ou Fruticola et Pichia, sont des levures qui sont relativement maîtrisées en termes de vinification. Donc, elles ne vont pas nous amener trop d'acidité volatile. Par contre, la Seniaspora ovarum est une levure qui est un peu plus embêtante. Tommaso? En 2023, on est sur une répartition qui ressemble un peu, si vous voulez, à celle de 2021. Donc, on a un Seniaspora qui est autour de un peu moins de 40% et on retrouve une population de Mechnikovia un peu plus importante qu'on n'avait pas en 2022. Tommaso, excuse-moi de te Oui, couper, on voit pas la présentation. ok. Tout à l'heure, je vais demander, mais peut-être c'est coupé. Non. C'est bon. Merci beaucoup. Là, c'est bon, vous la voyez. Vous la Ouais, voyez? Ah. oui, c'est bon. Merci. Euh, N'hésitez pas à intervenir un peu plus tôt parce que là, j'étais déjà à la cinquième live, donc effectivement, désolé si je vous ai. euh, Il je y ne en sais a pas qui ont mis si. des messages dans la conversation, mais tu as pas dû les voir. Oui, Et ils non, voulaient effectivement. peut-être pas t'interrompre. Oui. N'hésitez pas à activer vos microphones et à intervenir s'il y a besoin de poser des questions. Euh, Effectivement, alors on va faire comme ça rapidement. Je vais vous montrer rapidement ce que vous avez déjà écouté, donc vous êtes au courant. Mais ça, c'était juste pour vous montrer la différence entre les deux packs différents, pack Microflora L. Ensuite, ici, vous avez l'historique de population dont je vous ai parlé, avec en particulier donc, cette population 2023 qui est relativement dans la moyenne du millésime précédent. Et cette augmentation que nous observons en termes de levures et bactéries entre les prélèvements qui ont été réalisés à la fin août et la première dizaine de septembre. Concernant les levures non Saccharomyces, le détail, 2021 avec une population donc, de Mishnikov autour de 30%, enseignants sport autour de 40%. Sur 2022, enseignants sport toujours présente, Mishnikov un plus petit pourcentage. Et en 2023, on retrouve un pourcentage de Mishnikov plus importante et un Seniaspora qui reste toujours autour de 40%. Cependant, ce qui est intéressant en 2023, c'est qu'on observe cette population d'Enseniaspora, elle n'est pas présente sur toutes, enfin, elle est très variable selon les échantillons. C'est-à-dire on a des échantillons qui ne présentent aucune population, on a non détecté en Enseniaspora ovarum, et d'autres qui sont particulièrement riches. Donc c'est très hétérogène par rapport au millésime, aux deux millésimes précédents.
La PCR, la digital PCR dont je vous ai parlé tout à l'heure, en Brettanomyces bruxellensis, elle nous permet donc de détecter un PCR direct sur raisin Brettanomyces. Euh, alors, c'est important de ne pas, c'est pas pour, il n'y a pas de panique, hein. On en détecte dans environ 23% des échantillons en PCR digital. Cependant, on reste sur des populations qui sont très faibles. Ça veut dire qu'on est sur environ une cellule par B dans le cas où elle est détectée. Donc, c'est, en fait, ces détections sont liées vraiment à la très haute sensibilité de la PCR digitale. D'un point de vue énologique, ça ne nous semble pas quelque chose de risqué. Ces populations ne sont pas dangereuses ou étonnantes. Mais c'est important quand même de souligner que Brettanomyces est détecté sur le raisin et qu'effectivement, il vient bien de ça à la base. Après, il s'est adapté au milieu de la cave, mais c'est une levure des fruits. Pour la partie microflore, donc vous avez vu les premières données. Je vais vous parler un peu je vais faire un petit bilan hydrique et azoté sur le millésime 2023. Je vous fais juste un rappel sur l'indicateur que nous avons utilisé cette année pour faire notre bilan hydrique du millésime. Donc, nous travaillons beaucoup avec le rapport isotopique de delta C13. Donc, le principe, pour les personnes entre nous qui ne le connaissent pas, il est basé en fait sur cette préférence en fait de l'enzyme Rubisco pour le carbone 12 et donc il va être, on va dire, fixé en premier. Dans le cas où les échanges en fait avec l'air sont libres, dont les stomates sont ouvertes, le Rubisco va sélectionner plutôt du C12 par rapport au C13. Cependant, quand les stomates sont fermés, donc dans le cas des contraintes hydriques pour la plante, ben, il aura moins de possibilités de choisir en fait le carbone qu'il qui préfère et donc il va fixer plus de C13, ce qui va modifier le rapport isotopique de delta C13 sur les sucres. Et ici, à droite, vous avez un graphique qui montre la très bonne corrélation qu'il y a entre le potentiel donc, foliaire, qui est le paramètre classique pour la mesure du stress hydrique, et le delta C13 mesuré sur le sucre de mou. Depuis plusieurs années, nous faisons un bilan de tous les échantillons que nous recevons au laboratoire sur l'analyse de delta C13. Je vous ai mis la millésime 2023 aussi. Alors, c'est intéressant de comparer les données que nous avons. Donc, là, il y a plus de 2000 échantillons dans ces graphiques. Donc, ça, c'est des données qui sont assez robustes. Euh, c'est intéressant parce que 2023 est un millésime qui est sans doute chaud, mais la vigne, en général, hein, bien sûr, c'est une moyenne de tous les échantillons. Elle n'est pas, elle est pas si stressée que ça par rapport au millésime précédent, en particulier par rapport au 2022 qui était plus stressé et aussi 2020. Sur 2023, on a une moyenne donc, qui est plus, on va dire, plus négative. Donc on est plus proche il y a moins de stress hydrique en fait. Bien sûr, il y a beaucoup de variations entre les échantillons. Donc, on peut avoir des terroirs qui restent des parcelles, des lots qui sont bien stressés parce qu'autour de -22 pour 1000, on est sur des choses où il y a de la forte contrainte hydrique. Mais par contre, la moyenne, on n'est pas sur des contraintes hydriques fortes. Donc, ce qui ressort de ça, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un risque pour une hétérogénéité de la qualité. Pourquoi? Parce que quand on est sur des contraintes hydriques faibles, ça veut dire qu'il y a des parcelles ils ont quand même, ils n'ont pas une restriction d'eau très importante. Et en présence donc de chaleur, ben, la chaleur en présence d'eau va permettre des rendements importants. Donc il peut y avoir des parcelles avec des rendements importants cette année. Il va falloir gérer en termes d'hétérogénéité, en particulier la maturité. Ça nous est arrivé au laboratoire d'observer des grappes ben, au sein de la même grappe de raisin, on peut avoir des baies avec des différences en concentration de sucre qui sont de plus de 30%. Donc, très importantes.
Donc, il faut faire un peu attention à ça. Concernant l'azote, ici, c'est les données sur 2020, 2021 et 2022. 2020, 2021, 2022. Au niveau de l'azote assimilable, c'est des données qui sont donc calculées sur l'appellation, qui est l'appellation Pessac-Lognan. J'ai choisi de regarder que cette zone pour avoir quelque chose d'assez répétable en termes des groupes d'échantillons. Parce que c'est des propriétés que nous suivons depuis plusieurs années. Donc déjà, c'est juste pour vous rappeler deux choses importantes, c'est que la variance entre échantillons elle peut être très importante au niveau de l'azote, de la concentration d'azote assimilable, euh, parce qu'en fait, elle est très dépendante du sol, du cépage, du porte-greffe et des pratiques culturelles du vignoble. La variance entre les millésimes, elle existe, mais elle est bien plus limitée. On va quand même regarder qu'est-ce qui se passe en 2023 au niveau de l'azote assimilable. Toujours sous Pessac-Lognan, je fais une extraction donc des analyses de mou blanc. Alors, à droite, vous avez le graphique pour le mou blanc et à gauche, vous avez un graphique avec mou blanc et rouge. Alors, effectivement, si nous comparons les données que nous avons aujourd'hui à la base des données qui est composée de mou blanc et de mou rouge, on pourrait dire que 2023 est un millésime riche en azote assimilable. Mais aujourd'hui, au laboratoire, nous avons reçu pour l'instant beaucoup d'analyses, donc beaucoup de mou blanc et peu encore de mou rouge. Là, ça commence cette semaine, on a reçu, commencé à recevoir pas mal de raisins. Mais il est important donc de comparer ce qui est comparable. Donc là, je vous montre le même graphique, mais avec mou blanc par rapport à l'historique des mou blancs. Donc 2023, au niveau du blanc, ne se positionne pas comme un millésime particulièrement riche en azote. On est tout à fait dans la moyenne et très similaire à 2021. On n'est pas non plus sur des choses qui sont très carencées en azote. Donc, il faudra faire un peu attention aux apports azotés, de ne pas exagérer avec les apports azotés sans faire des analyses hein, pour vérifier la concentration, pour ne pas avoir trop de résidus d'azote après dans les mous. Pour encore vous parfois, on parle des relations entre le stress hydrique et l'azote. Alors, c'est pas si simple que ça parce que, comme je peux vous montrer dans ces graphiques, si on essaie de plotter, donc de comparer les mêmes données qui sont issues de cette base de données ici avec le delta C13 sur les mêmes échantillons, ben, il n'y a aucune relation. Donc, un millésime avec de la contrainte hydrique, la contrainte hydrique n'affecte pas directement, ou en tout cas de façon directe, éclaire la concentration en azote. Il peut y avoir un effet de concentration lié à la contrainte hydrique, mais la contrainte hydrique aussi, vu qu'il y a peu d'eau dans le sol, peut limiter la minéralisation de l'azote et donc la remontée dans les baies. Donc ces deux phénomènes s'inversent et font qu'il n'y a pas de relation claire entre ces deux éléments. On a la possibilité de réaliser aussi de l'azote total sur les mous. C'est une analyse qui est réalisée grâce à ces analyseurs qui sont des analyseurs, on appelle ça à combustion sèche, donc des analyseurs d'humains. L'approche, c'est de vraiment regarder tout l'azote qui se trouve dans le mou. Et ensuite pouvoir donc suivre ces concentrations en azote aussi au niveau de vent fini. Parce que l'analyse de l'azote assimilable, elle est un peu moins pertinente quand nous sommes sur des vents finis par rapport à l'analyse de l'azote total. En tout cas, sur mou, on a une très bonne corrélation entre l'analyse de l'azote total réalisée en combustion sèche et l'azote assimilable classiquement réalisé par la majorité des laboratoires d'œnologie. Et ici, vous avez la relation. Donc, on est sur un millésime au niveau de l'azote qui est plutôt moyen et on n'est pas un millésime très carencé en azote, donc c'est plutôt positif. Au niveau du potentiel aromatique, je vais vous faire un rapide rappel sur deux concepts qui sont importants. Là, on va se concentrer sur les thiols
parce que c'est un très bon indicateur du potentiel aromatique des vins blancs, en particulier des cépages aussi bordelais, mais en général. Comme vous savez, les tilleuls ne sont pas libres sur raisin et mou. Donc, j'entends encore, enfin, on a parfois des questions pour des dosages de tilleuls sur des raisins. C'est pas, ça marche pas. Enfin, il faut pas analyser les tilleuls sur les raisins, il faut analyser éventuellement les précurseurs des tilleuls, qui est une analyse plus pertinente sur le raisin. Il y a un autre élément important, c'est que la liaison thioester, qui est la liaison en fait avec le groupe, enfin, l'élément soufre qui se trouve dans les précurseurs d'éthiol et dans l'éthiol, elle n'est pas sensible à l'oxygène. Donc, euh, c'est important de le rappeler parce qu'il y a un certain nombre de pratiques qui parfois se mettent en place pour préserver en fait les mous, forcément de l'oxydation vis-à-vis de ces composés-là. Euh, ce n'est pas enfin, le plus robuste d'un point de vue scientifique. Il y a d'autres composés qui sont sensibles à l'oxydation, mais ces composés-là ne sont pas particulièrement au niveau de raisin et de mou. Ce qui est important aussi de souligner, c'est quand on parle des précurseurs, bah, vous connaissez, j'imagine, enfin, ici je vous représente rapidement la chaîne donc, de production des tilleuls dans le vin. On parle des précurseurs des tilleuls, qui sont ces formes ici que vous voyez. Donc, il y en a, aujourd'hui, on en a 4 d'analysables au laboratoire et il y en a 2, 3 autres qui sont au niveau de la recherche qui ont été observés. L'analyse est pratiquée en routine ici au laboratoire. Je vais vous montrer les données après. Et ces précurseurs, en fait, vont être transformés par la levure, les tilleuls vont être libérés par les levures au niveau de la vinification. Ce qui est sûr, c'est que alors, qu'est-ce qui influence en fait ce niveau des précurseurs? Alors, il y a la contrainte hydrique. C'est démontré que la contrainte hydrique a tendance à augmenter la concentration en précurseurs des tilleuls. Par contre, la contrainte hydrique, elle a aussi un effet sur les polyphénols. Donc, il a tendance à augmenter la concentration des polyphénols dans les blancs, ce qui peut, en fait, vu que les polyphénols sont dans le cas des blancs, vont être des pro-oxydants, il faudra faire attention parce qu'en fait, les précurseurs, bon, il y en aura plus, il y aura potentiellement plus d'éthiol, mais vu qu'il y a plus de polyphénols, ben, on risque de les oxyder très vite. Donc, attention, millésime, il y a un beau potentiel quand il y a de la contrainte, mais l'azote, il a en bibliographie un effet positif, donc sur la quantité des précurseurs. Ce qui... Et par contre, on n'a pas trop d'informations concernant les températures, ce qui aurait été intéressant parce que cette année, on est dans un cas d'un millésime qui a eu des pics de chaleur importants. On n'a pas beaucoup d'informations bibliographiques concernant l'effet de la température, simplement de la température, pas de la contrainte hydrique, sur les précurseurs d'éthiol. Et ensuite, il y a le cuivre, bah, qui, bien sûr, est un oxydant important. Et donc, sa présence dans le mou peut modifier ses équilibres de façon importante. Il est beaucoup plus actif que l'oxygène en termes d'oxydation. Ici, je vous montre les données donc, pour les premières données sur les précurseurs d'éthiol 2023 que nous avons réalisées. Donc, vous avez 2021, 2022, 2023. J'ai dû mettre en jaune le précurseur glutathion 3SH parce que les concentrations sont plus importantes. Donc, c'est l'échelle de droite et à gauche, vous avez l'échelle pour les 3 premières composés. Alors, bien sûr, ces données sont à prendre avec les pincettes parce que on est sur des échantillons qui nous sont envoyés par les clients au laboratoire. Donc, c'est la moyenne de tous les échantillons que nous dosons. On n'est pas sur un potentiel, un précurseur d'éthiol exceptionnel en 2023. On est plutôt, par rapport aux autres millésimes précédents, sur quelque chose de plutôt faible. Par contre, il y a quelque chose qui est quand même important de regarder, c'est que
Quand on parle de précurseurs, on parle de microgrammes par litre. Vous savez très bien que les thiols sont actifs au niveau olfactif, au niveau de organoleptique, à partir du nanogramme par litre. Donc, il y a de la marge pour faire des vins thioliques aussi en 2023. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de précurseurs que les vins vont être forcément peu aromatiques. Par contre, il faudra faire attention aux oxydants. Effectivement, le potentiel, il semble être pas exceptionnel, donc il faudra faire très attention en particulier au cuivre, au polyphénol et aux acides hydroxycyanamiques des mous. C'est pour ça que je vous présente ici aussi un bilan qui concerne les acides hydroxycyanamiques. C'est des analyses que nous faisons depuis plusieurs années et je vous présente toujours les deux millésimes précédents, 2021-2022. Et là, vous avez 2023. Donc, je vous ai remis aussi le petit graphique des précurseurs pour que vous puissiez regarder les deux ensemble. Alors, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on on est sur un niveau de précurseur, enfin des acides hydroxycyanamiques qui est assez comparable à 2022, légèrement plus faible, pour un niveau de précurseur qui semble être quand même un plus faible. Donc, ces acides hydroxycyanamiques, il va falloir un petit peu les gérer pour éviter qu'ils puissent aller oxyder aussi ces des composés de thiol qui vont se libérer ensuite dans les vins. Mais on n'est pas sur des niveaux non plus exceptionnellement élevés. Juste une chose, acide fertarique et coutarique, vous ne les voyez pas en 2021, mais parce qu'à l'époque, on n'avait pas cette analyse au laboratoire. Donc, probablement, ils auraient été aussi plus élevés en regardant au niveau de l'acide caphtorique. Donc, 2021 était un millésime qui était plus riche en acide phénolique par rapport aux deux derniers. Concernant le cuivre, donc, qui est un autre oxydant important sur le mou et qu'il faut donc regarder avec attention. On a donc un niveau qui est comparable à celui de 2020 au laboratoire. Ça, c'est la moyenne de toutes les analyses des raisins et des mous qui ont été réalisées au laboratoire pour le cuivre depuis donc 2018. Sur 2023, on est sur un niveau de cuivre relativement faible par rapport au 2022-2021. Bien sûr, il s'agit toujours d'analyses qui sont réalisées sur les raisins qu'on a reçus jusqu'à maintenant, qui sont composés donc en particulier par des raisins blancs, là sur 2023. Donc on verra aussi, on mettra à jour ces bilans avec le rouge. Il est possible que l'utilisation des cuivres, donc en particulier sur les blancs aromatiques, elle soit un peu plus limitée et que donc cela puisse aussi influencer un peu à la baisse cette concentration. Mais déjà, pour l'instant, on n'est pas en tout cas sur des niveaux exceptionnellement élevés en cuivre. Même si le millésime, il a été pas simple au niveau du mildiou. Probablement, les dernières pluies ont aussi permis de lessiver, en particulier le cuivre. Donc, attention, je trouve que personnellement, c'est un paramètre qui est assez facile à analyser sur les mous et les raisins, mais qui est encore parfois pas analysé. Et en vrai, c'est quand même super important pour gérer le potentiel aromatique des blancs et des rouges. Un rappel sur un composé qui est peu analysé aussi sur le raisin, en particulier sur les cépages qui sont hors Riesling. Parce qu'en fait, c'est un composé qui est vraiment associé à l'arôme du kérosène du Riesling, mais c'est composé de TDN. Bon, tout le monde l'appelle TDN parce que son nom, son vrai nom, il est un peu, on va dire, un peu compliqué pour la communication de tous les jours. Il joue un rôle aussi sur l'arôme d'autres cépages, dont en particulier le Cabernet Sauvignon. Je vous montre ici des études
qui ont été, en particulier l'université de UC Davis a pas mal travaillé sur ce sujet, parce qu'en présence des climats chauds, en Californie, effectivement, ils ont un peu plus d'expérience sur ce type de vagues de chaleur et ben, pour eux, le TDN joue un rôle, donc sa concentration peut monter jusqu'à 2 ou 4 fois selon l'exposition donc des baies au soleil et aussi les climats chauds. Enfin, dans un millésime comme 2023 qui a connu des vagues, des pics de chaleur importants, ça serait intéressant, à notre avis, d'aller regarder peut-être un peu cette molécule sur les Cabernet Sauvignon. Ce qui n'est pas. Il pourrait être intéressant aussi dans le cas des raisins qu'ils ont subi un infiltrissement. Donc, je vous souhaite des très bonnes vendanges à tous. J'espère que ces petits bilans au milieu des vendanges, je veux dire, les blancs qui sont vers la fin et les rouges qui ont commencé à peu près partout dans certaines appellations. Bon, c'est presque terminé, mais en tout cas ici sur Bordeaux, ça accélère fortement. Et j'espère d'avoir répondu à certaines de vos questions sur ces millésimes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste là avec vous encore pour quelques minutes.